You didn't believe she was dead. For a long time, I just refused to accept that she was gone. Dans une salle d'audience chargée de tension et du poids d'une histoire non résolue, Tom Parker Bowles entra porteur de documents dont beaucoup pensaient qu'ils allaient bouleverser les fondements de la monarchie elle-même. Il déclara que sa mère n'avait pas été honnête et que le testament de Diana avait été falsifié, une déclaration qui provoqua des halètements dans la salle. Il produisit 2 versions du testament, l'une présentée comme le projet original, l'autre la version officielle établie des années auparavant. Les différences n'étaient de pas négligeables, des passages concernant les écrits personnels de Diana, des dispositions explicites concernant ses fils, et même une note où elle confiait à Tom la protection de sa vérité semblait avoir été effacée. Le symbolisme de ce moment dépassait largement les simples litiges successoraux. Il s'agissait de savoir si la voix d'une femme tragiquement réduite au silence prématurément avait été encore davantage étouffée par des modifications délibérées visant à contrôler son héritage. Le juge ordonna une enquête immédiate sur la chaîne de possession des documents et les assistants juridiques commencèrent à relever des détails susceptibles de fonder d'éventuelles accusations criminelles de falsification. Ce qui rendait la chose d'autant plus frappante, c'est que le testament de Diana, comme tout testament légal, aurait dû être conservé sous stricte surveillance. Pourtant, l'existence de 2 versions et la disparition de clauses personnelles soulevaient des questions quant à l'autorité habilitée à les modifier. Alors que les experts judiciaires s'apprêtaient à analyser l'encre, les signatures et les archives à l'atmosphère au tribunal devint électrique. Pour le public qui observait de l'extérieur, il ne s'agissait pas simplement d'une affaire privée, mais d'un test de responsabilité pour une institution qui exige souvent la confiance tout en dissimulant son fonctionnement interne. Le moment choisi pour ces révélations coïncide avec des débats plus larges en Grande-Bretagne sur la transparence institutionnelle. Ces derniers mois, les députés ont débattu de réformes exigeant une plus grande divulgation publique des documents relatifs aux fonctions financées par des fonds publics, notamment la Maison Royale. Des éditoriaux parus dans des médias comme le Guardian et la BBC ont souligné que l'image de la monarchie dépend de plus en plus de sa capacité à faire preuve d'intégrité plutôt que de s'appuyer uniquement sur la tradition. Ce drame judiciaire ne constitue donc pas seulement un bilan familial, mais aussi une étude de cas sur la façon dont la Grande-Bretagne moderne perçoit le pouvoir, le secret et le droit des citoyens à connaître la vérité sur les décisions prises en leur nom. Des observateurs internationaux ont également établi des parallèles avec d'autres affaires très médiatisées de litiges successoraux. Aux États-Unis, les litiges concernant les testaments de personnalités culturelles ont souvent suscité un examen minutieux lorsque des clauses sont manquantes ou semblent ne modifier. Reuters a récemment noté que de telles affaires tendent à alimenter le débat public non seulement sur l'héritage, mais aussi sur la manière dont les sociétés protègent la voix de ceux qui ne peuvent plus se défendre. Ce parallèle souligne pourquoi l'histoire de Diana résonne encore. Elle était non seulement une mère et une princesse, mais aussi un symbole d'indépendance face à une institution rigide. Et pour beaucoup, ces paroles restent un élément du débat inachevé sur la réforme de la monarchie. La réaction de Camilla, ou plutôt son absence de réaction, a intensifié les spéculations. Assise à quelques pas de là, elle aurait pâli et serré les poings, tandis que Tom parlait. Pour ses détracteurs, son silence symbolisait la complicité. Pour ses défenseurs, il reflétait la retenue face à une attaque personnelle hors du commun. Des analystes de DW et d'Al Jazeera ont observé que le silence des dirigeants lorsqu'ils sont scrutés alimente souvent les soupçons au lieu de les apaiser. À une époque où les stratégies de communication sont aussi essentielles que la politique ne pas répondre aux allégations peut parfois faire plus de dégâts qu'un démenti défensif. Cette analyse est désormais appliquée à la situation de Camilla à mesure que le procès évolue. La réaction du public a été rapide. Les sondages rapportés par le Times suggèrent que la confiance envers la monarchie a encore diminué parmi les jeunes générations, en particulier celles qui considèrent l'institution comme obsolète et opaque. Les hashtags exigeant la divulgation complète du testament de Diana ont fait fureur sur toutes les plateformes, faisant écho aux appels des militants à une plus grande responsabilisation. Au Canada et en Australie, des mouvements républicains de longue date ont retrouvé un nouvel élan, citant ce drame judiciaire comme une preuve de la nécessité de reconsidérer les liens avec la couronne. Ces événements illustrent comment un conflit familial peut se propager à l'extérieur, alimentant les débats constitutionnels dans tout le Commonwealth. Alors que la voix de Tom Parker Bowles se brisait lorsqu'il avouait ne plus savoir qui il était, si sa mère lui avait menti, la salle d'audience est passée du débat juridique à la tragédie humaine. Son témoignage a présenté l'affaire non pas comme un spectacle de tabloïd, mais comme une profonde confrontation avec la trahison et l'identité. Pour de nombreux observateurs, sa douleur est devenue le reflet de la crise plus vaste que traverse la monarchie.
Si le secret et le silence peuvent déformer la mémoire d'une figure aussi emblématique que Diana, quel espoir de transparence y a-t-il pour des affaires moins importantes? Les implications vont au-delà des couloirs royaux et touchent à la question plus vaste de la survie des institutions fondées sur le secret dans un siècle marqué par une exposition incessante. Les échos des paroles effacées de Diana résonnent encore et l'enquête sur l'authenticité du testament se poursuit. Pourtant, avant même une décision définitive, les dégâts sont évidents, la monarchie est une fois de plus tiraillée entre la préservation de la tradition et les exigences de réforme. Les débats judiciaires montrent que l'histoire, lorsqu'elle est occultée, refuse de rester enfouie. Et tandis que l'enquête s'approfondit, le monde attend de voir si la justice murmurera ou rugira suffisamment fort pour ébranler les piliers mêmes de l'autorité royale. La projection de 2 testaments sur l'écran du tribunal marqua un tournant qui laissa les observateurs dans un état d'incrédulité sourde. D'un côté, le brouillon original rempli de notes manuscrites de clauses personnelles et d'une intonation caractéristique de la voix de Diana. De l'autre, la version signée, dénuée de chaleur et d'humanité, un document soigné qui ressemblait davantage à une procédure bureaucratique qu'au testament d'une mère. Des passages entiers qui permettaient autrefois à William et Harry d'accéder personnellement aux lettres et écrits de leur mère manquaient. La référence à un archiviste censé protéger le journal scellé de Diana avait disparu. Ce qui restait était stérile et ne portait aucune trace de la femme qui, de son vivant, avait défié les conventions en exprimant sa vérité dans des interviews et des lettres publiques. Les experts juridiques ont commencé à décortiquer les documents ligne par ligne. Les analystes judiciaires ont vérifié l'âge de l'encre, la pression des signatures et la datation de la notarisation. Le brouillon original semblait brut et authentique, avec des traits irréguliers conformes à l'écriture connue de Diana. La version exécutée en revanche semblait lissée et standardisée, soulevant des questions sur la date et la manière dont les modifications avaient été apportées. La falsification d'un testament n'est pas une irrégularité mineure, mais un acte criminel en droit anglais passible de peine de prison. L'enquête devait désormais déterminer non seulement si des modifications avaient eu lieu, mais aussi qui les avait autorisées et pourquoi elles étaient restées cachées pendant des décennies. L'insistance de Tom Parker Bowles sur le fait que les paroles de Diana avaient été délibérément effacées a remis en lumière le débat plus large sur l'intégrité des archives. Partout en Europe, historiens et archivistes ont tiré la sonnette d'alarme quant à la vulnérabilité des héritages personnels lorsque de puissantes institutions en contrôlent l'accès. La Deutsche Welle a fait état plus tôt cette année de controverses concernant des documents d'État scellés soulignant que sans transparence, la mémoire collective était faussée. L'affaire du testament de Diana s'inscrit désormais dans ce débat plus large. Quelle histoire survit et qui décide de ce qui disparaît? L'importance du journal disparu ne saurait être surestimée. Tom affirmait qu'il contenait les réflexions de Diana durant ces dernières années, des aperçus sur ses peurs intimes et des conseils pour ses fils. L'idée qu'un tel journal ait pu être intentionnellement supprimé a semblé à beaucoup comme un crime moral, même si aucune décision judiciaire n'a encore été rendue. Des commentateurs de la BBC ont suggéré que si le journal était un jour révélé, il pourrait transformer la perception que le public a de Diana, non pas comme une victime, mais comme une stratège déterminée à protéger ses enfants de forces qu'elle ne pouvait contrôler. L'effacement de cette voie potentielle illustre les limites que certains peuvent franchir pour contrôler les récits royaux. La salle d'audience n'était pas seulement le théâtre d'une procédure judiciaire, mais aussi un microcosme de la relation de la Grande-Bretagne avec sa monarchie. À l'extérieur, la foule brandissait des banderoles réclamant justice, tandis que des hashtags sur les réseaux sociaux exigeaient la publication des paroles de Diana sans altération. Selon Reuters, la confiance du public envers la monarchie a fléchi dans les récents sondages, les jeunes générations étant de plus en plus sceptiques quant aux privilèges héréditaires. Pour eux, les lignes manquantes dans un testament vieux de plusieurs décennies sont emblématiques d'une tendance plus large au secret et au contrôle. Le silence qui entoure les intentions de Diana fait écho à l'idée que la vérité est souvent sacrifiée au nom des apparences. La défense a tenté de minimiser la mémoire de Tom, insinuant que les souvenirs de brouillon n'étaient pas fiables. Pourtant, il a répliqué par des références détaillées à l'écriture de Diana, insistant sur le fait qu'il avait grandi en connaissant chaque courbe et chaque angle de son manuscrit. Son témoignage émouvant était renforcé par une page de brouillon jamais officiellement classée, mais portant une phrase glaçante « Ils essaieront de m'effacer, mais je fais confiance à Tom pour veiller à ce que je sois pris en charge ». Le poids de cette phrase a réduit au silence même les plus cyniques de la galerie. D'un seul coup, Diana semblait anticiper la bataille qui allait se dérouler des décennies plus tard. Les conséquences de l'effacement de ces mots personnels dépassent largement le cadre du droit successoral. Il s'agit du patrimoine culturel et historique de l'une des femmes les plus influentes du XXe siècle.
De même que les historiens se sont efforcés de préserver les journaux intimes d'Anne Frank contre les tentatives de les purifier les parties manquantes du testament de Diana, soulèvent la question de la conservation de l'histoire. Si même ces dernières volontés ont pu être remodelées, quelles autres vérités pourraient de bien être enfouies dans les archives royales scellées? Al Jazeera a souligné que dans les anciens pays du Commonwealth, les débats sur le républicanisme sont liés non seulement aux principes constitutionnels, mais aussi au sentiment que la couronne dissimule plus qu'elle ne révèle. Au tribunal, des analystes ont suggéré que l'enquête pourrait s'étendre bien au-delà des documents de Diana. Le juge avait déjà approuvé des analyses graphologiques des témoignages de ses assistants et des évaluations des équipes juridiques ayant géré sa succession dans les années 1990. Chaque étape ouvre des pistes de responsabilité potentielle qui pourraient s'étendre à des personnes encore actives dans les cercles royaux aujourd'hui. Les enjeux ne se limitent pas aux litiges familiaux, mais pourraient toucher la légitimité juridique des institutions qui supervisaient autrefois ces affaires. L'absence de la voix de Diana dans le testament modifié est en soi un message fort. Le silence qu'il laisse résonne de suspicion et de douleur. Il démontre comment l'effacement de quelques phrases peut modifier le sens des derniers mots d'une vie. Dans cette salle d'audience, les lignes manquantes ne sont pas de simples clauses juridiques, mais des fractures symboliques dans la mémoire collective britannique. Le peuple, percevant des omissions, là où il devrait y avoir de la clarté, interprète ces lacunes comme des actes délibérés de dissimulation. Et tandis que les rumeurs de trahison se propagent, la monarchie se retrouve jugée non seulement pour ses actes passés, mais aussi pour sa légitimité présente. Ce qui a commencé comme un litige successoral est devenu un test décisif pour la confiance institutionnelle. Les prochaines étapes, qu'il s'agisse de publier le journal de Diana, de démasquer les auteurs des altérations des documents ou de révéler les raisons de la disparition de sections entières, détermineront non seulement l'issue d'une affaire, mais la crédibilité de tout un héritage. Pour Tom Parker Bowles, ces lignes effacées représentent une blessure personnelle. Pour la Grande-Bretagne, elles sont devenues un face-à-face collectif avec la vérité. La salle d'audience passa de l'examen technique des documents à une crise plus intime lorsque Tom Parker Bowles révéla des doutes sur sa propre identité. Il évoqua de longues luttes privées et la découverte qu'un test ADN effectué des années auparavant ne révélait aucune correspondance avec Bruce Shand, l'homme qu'il avait toujours cru être son père. Au contraire, ces marqueurs génétiques correspondaient à une lignée aristocratique historiquement proche de la famille royale. Cette révélation transforma le procès, passant d'une affaire portant sur l'héritage de Diana à une enquête plus large sur la signification de l'héritage du secret et de la vérité au sein de la monarchie. Soudain, il ne s'agissait plus seulement de protéger la voix de Diana, mais aussi de révéler des histoires cachées du passé de Camilla. Le poids d'une telle révélation a eu des répercussions bien au-delà des murs des tribunaux. Les scandales de paternité royale fascinent depuis longtemps l'histoire, mais ils ont rarement été aussi directement en conflit avec les débats contemporains sur l'identité. Les sociétés modernes sont confrontées aux conséquences des tests ADN grand public qui permettent aux individus de remettre en question les récits familiaux officiels et d'exiger des comptes. En Grande-Bretagne, comme aux États-Unis, des poursuites judiciaires ont été engagées lorsque les résultats ADN ont révélé des secrets cachés depuis des générations. Des analystes de la BBC et de Reuters ont souligné que l'essor des tests génétiques à domicile a bouleversé les préjugés sur la famille, la vie privée et la légitimité. Le témoignage de Tom est donc à la fois personnel et symbolique d'un changement culturel où la science remet en question la tradition. La réponse de Camilla, ou plutôt son absence de réponse, n'a fait qu'accentuer le sentiment de fracture. On l'a décrit assise, impassible, tandis que son fils se demandait si sa vie n'était pas bâtie sur un mensonge. Pour certains observateurs, son silence traduisait une retenue stoïque, mais pour d'autres, il suggérait une réticence à affronter des vérités douloureuses. L'absence de réconfort maternel à un tel moment a accentué le sentiment d'éloignement. Elle dressait le portrait d'une famille déjà sous haute surveillance, confrontée à une tempête brouillant la frontière entre blessures intimes et crise publique. Les implications pour la monarchie sont profondes. Si l'identité de Tom est liée à une figure aristocratique, non divulguée, ayant des liens avec le cercle royal, alors l'histoire personnelle de Camilla revêt une importance constitutionnelle nouvelle. Les juristes ont souligné que dans un système où le symbolisme et la lignée sous-tendent l'autorité des vérités cachées sur l'ascendance, peuvent déstabiliser la confiance du public. Deutsche Welle a récemment analysé comment la crédibilité de la monarchie repose non seulement sur son rôle constitutionnel, mais aussi sur la perception de son intégrité morale. L'incertitude entourant la paternité de Tom, qu'elle soit finalement confirmée ou infirmée, touche précisément à cette perception. Le combat identitaire de Tom a également trouvé un écho dans des débats culturels plus larges. Partout en Europe, les débats sur l'identité et l'appartenance sont remodelés par les migrations, la mondialisation et l'évolution des notions d'héritage. Al Jazeera rapporte que les jeunes Européens perçoivent de plus en plus l'identité comme fluide, définie par le choix plutôt que par le sang.
Dans ce contexte, l'accent mis par la monarchie sur l'ascendance apparaît de plus en plus en contradiction avec les valeurs modernes. L'affirmation de Tom selon laquelle il ne sait plus qui il est, si sa mère lui a caché la vérité, témoigne directement de ce fossé générationnel. Sa quête d'authenticité reflète l'exigence de transparence des jeunes citoyens envers les institutions qui prétendent les représenter. Ce scandale rappelle également des moments antérieurs de l'histoire royale lorsque des questions de légitimité ébranlèrent le trône. Les historiens ont établi des parallèles avec l'époque des Tudors où les doutes sur la paternité alimentaient guerres et crises de succession. Si la Grande-Bretagne n'est aujourd'hui confrontée à aucun conflit armé de ce type, le poids symbolique demeure lourd. Une monarchie fondée sur le caractère sacré des lignées risque de perdre son autorité lorsque ces mêmes lignées sont remises en question. Reuters a récemment souligné que les mouvements républicains gagnent du terrain dans les pays du Commonwealth et des révélations comme celle de Tom alimentent ces campagnes. Si la monarchie semble incapable de gérer ses propres vérités familiales, affirment ses critiques, comment peut-elle servir de modèle d'unité pour des nations diverses? La dimension humaine, cependant, demeure centrale. Tom a raconté avoir affronté sa mère des années auparavant, se retrouvant confronté au déni et à la distance. Il a raconté la douleur d'avoir perdu non seulement la clarté sur ses origines, mais aussi sur sa relation avec Camilla. Les invitations ont cessé, les apparitions publiques se sont réduites et un éloignement discret s'est installé. Ce qui aurait pu rester une dispute privée s'est maintenant répandu au grand jour, transformant le deuil personnel en spectacle public. Les observateurs ont remarqué que la salle d'audience n'était plus sous le choc mais avec tristesse reconnaissant la tragédie d'un fils en quête de vérité dans un environnement où règne la performance et l'observation. La couverture médiatique a amplifié chaque détail. Partout en Europe, les gros titres ont crié au scandale de paternité sans précédent depuis des décennies et les réseaux sociaux ont bruissé de spéculations sur l'aristocrate anonyme. Certains commentateurs ont mis en garde contre toute incitation aux rumeurs, rappelant que tant que ces allégations n'étaient pas confirmées, elles restaient des allégations. D'autres encore ont soutenu que l'enquête judiciaire sur les preuves ADN ne portait pas sur les scandales de la presse à scandale, mais sur les mobiles et le caractère du fils. Si Camilla avait dissimulé la vérité sur l'identité de son fils, cela pourrait expliquer les mesures prises pour dissimuler son passé. Le juge a autorisé un examen plus approfondi de la question ADN, invoquant sa pertinence pour les mobiles et l'intérêt public. Pour la Grande-Bretagne, les enjeux vont au-delà des révélations judiciaires. La monarchie est déjà sous pression pour justifier son rôle dans une démocratie moderne. La révélation d'histoires personnelles cachées renforce le sentiment croissant que l'institution est dépassée, opaque et réfractaire à la responsabilité. Un député travailliste a déjà demandé une enquête sur la transparence royale et des rumeurs au sein du Parlement laissent entendre que d'autres députés pourraient suivre si de nouvelles preuves accablantes apparaissent. La révélation de la paternité risque ainsi de devenir non seulement une crise familiale mais aussi un point d'éclair constitutionnel. La crise d'identité qui se joue dans cette salle d'audience est à la fois intime et sismique. Pour Tom Parker Bowles, comprendre qui il est une quête profondément personnelle. Pour la monarchie, c'est un rappel que les secrets, une fois dévoilés, ont le pouvoir de déstabiliser des institutions fondées sur le mythe et la tradition. Alors que l'enquête sur ses origines progresse, le monde se demande si la vérité apportera guérison ou fracture. Et tandis que les spéculations s'amplifient, le silence de ceux qui pourraient confirmer ou infirmer l'histoire est plus éloquent que toute déclaration. L'incertitude persiste lourde et non résolue, marquant ce chapitre non seulement comme un élément d'un drame judiciaire, mais aussi comme une profonde réflexion sur le prix du secret à une époque où la vérité est exigée. Alors que les révélations sur les lignes effacées et la paternité contestée se répandaient au-delà de la salle d'audience, l'attention s'est portée sur le silence qui émanait du palais. L'absence de déclaration officielle de la reine Camilla est devenue un fait divers. Jour après jour, elle restait assise au tribunal immobile et posée, évitant tout contact visuel et refusant même un simple démenti. Pour une femme qui avait bâti son rôle sur la discrétion et la retenue, ce silence était conforme à l'image qu'elle s'était forgée. Pourtant, des analystes ont soutenu que le silence dans un tel moment pouvait facilement être interprété comme de la complicité. Des commentateurs de la BBC ont fait remarquer que dans la vie publique en particulier, au sein d'institutions qui reposent sur la confiance, refuser de répondre aux accusations risquait de les amplifier. Le vide laissé par le silence de Camilla fut rapidement comblé par d'autres voix. La duchesse Sophie d'Édimbourg se manifesta avec un souvenir plus sombre. Elle témoigna avoir entendu Camilla au téléphone quelques jours après la mort de Diana prononcer des mots qui sonnaient plus triomphants que douloureux. Bien que rejetée comme un oui-dire par l'équipe juridique de Camilla, cette affirmation était chargée d'émotion. Aux yeux de nombreux observateurs, le souvenir de Sophie semblait confirmer les soupçons selon lesquels des paroles privées prononcées à huis clos pouvaient révéler des motivations différentes de l'image policée projetée en public. La réaction du public à l'intervention de Sophie fut immédiate.
Les gros titres européens firent de l'effet d'une bombe dans son témoignage et les commentateurs d'Al Jazeera le décrivirent comme l'une des failles les plus importantes dans le secret soigneusement entretenu du palais. La monarchie réagit par une déclaration prudente, niant les souvenirs de Sophie. Mais ce démenti ne parvint guère à apaiser les spéculations. Les réseaux sociaux bourdonnèrent de hashtags exigeant la vérité, tandis que les experts royaux se demandaient si les déclarations de Sophie avaient influencé William et Catherine dans leurs discussions privées sur le rôle de Camilla. L'appétit du public pour la transparence se renforça, les sondages suggérant que plus de la moitié des personnes interrogées souhaitaient une enquête officielle sur la gestion de l'héritage de Diana par la monarchie. La décision du prince William d'apporter le journal de Diana au tribunal a encore bouleversé le récit. Il a lu des passages où sa mère décrivait ses craintes quant à l'influence de Camilla sur Charles, ses inquiétudes pour ses fils et ses avertissements quant à une confiance mal placée. Le ton du journal était profondément personnel, offrant un aperçu d'une femme qui s'était longtemps sentie isolée au sein du palais. La lecture de William avait une portée symbolique, c'était non seulement un acte de loyauté filiale, mais aussi une déclaration que les paroles de Diana ne seraient pas enterrées. Le journal est devenu plus qu'une preuve. Il est devenu une voix retrouvée, un rappel que la monarchie ne peut effacer l'histoire par le seul silence. Cette intervention s'inscrivait dans un débat plus large en Grande-Bretagne sur la responsabilité. Ces derniers mois, des commissions parlementaires ont débattu de mesures visant à accroître la transparence au sein des institutions financées, par des fonds publics, notamment la Maison royale. Des articles parus dans The Guardian et Reuters ont souligné que le public attend de plus en plus de la monarchie qu'elle fasse preuve de la même transparence que celle exigée des dirigeants politiques. La lecture par William du journal intime de sa mère est ainsi devenue emblématique d'un changement générationnel. Les jeunes membres de la famille royale sont prêts à affronter le silence par la parole, le secret par la transparence. En dehors du tribunal, les médias internationaux ont amplifié chaque révélation. Des documentaires sur Diana ont refait surface, les plateformes de streaming ont produit des analyses rétrospectives et des talk-shows ont accueilli des juristes, des historiens et des admirateurs en deuil. L'histoire s'est transformée en un mouvement avec des slogans comme « Justice pour Diana » qui ont fait fureur sur toutes les plateformes. Des enquêtes de la BBC ont révélé que les jeunes, en particulier les millénials et la génération Z, s'identifiaient fortement aux appels à la transparence de Tom et William. Ils ont présenté leur lutte comme une lutte contre le traumatisme générationnel et le silence institutionnel. De leur côté, les générations plus âgées ont exprimé leur tristesse de voir la monarchie, autrefois symbole de stabilité, se retrouver empêtrée dans un drame public aussi brutal. Le silence de Camilla contrastait fortement avec la déclaration discrète de Catherine. La duchesse de Cambridge a soumis une lettre exprimant sa tristesse face à la douleur de Diana et soulignant l'importance de la transparence. La lettre était brève mais d'une portée morale considérable. Les médias l'ont rapidement présentée comme un symbole de clarté et de compassion dans un moment marqué par l'ambiguïté. Des analystes de la Deutsche Welle ont suggéré que les propos de Catherine la positionnaient comme un centre moral à une époque où la monarchie semblait fracturée. Les images d'elle s'engageant auprès des communautés arborant les couleurs préférées de Diana et s'exprimant sur la santé mentale ont renforcé cette perception. Le palais a subi une pression croissante. Des informations de Reuters ont indiqué que des débats internes faisaient rage quant à la publication d'une réfutation officielle, à la divulgation d'informations partielles ou au silence. Des réunions de crise auraient eu lieu quotidiennement. Pourtant, plus le palais tardait, plus le silence était interprété comme une confirmation de la culpabilité. En Australie et au Canada, les mouvements républicains ont capitalisé sur le scandale pour renouveler les appels à la rupture des liens avec la couronne. Al Jazeera a souligné que la crise était devenue non seulement un problème britannique, mais aussi une question d'identité pour le Commonwealth, où la loyauté envers la monarchie était déjà mise à rude épreuve. Au cœur de ces événements se trouvait le contraste entre deux femmes. Camilla, qui avait choisi le silence, apparaissait isolée et sur la défensive. Catherine, qui avait choisi quelques mots soigneusement choisis, apparaissait compatissante et tournée vers l'avenir. Ce contraste façonna la perception publique de l'avenir de la monarchie. Les commentateurs suggérèrent que William et Catherine se posaient en garant de l'honnêteté, tandis que Camilla risquait d'être considérée comme un symbole du secret. L'équilibre de la sympathie publique sembla se modifier en conséquence, ouvrant la voie à des divisions plus profondes au sein de la famille royale. Le drame, qui se déroule, illustre le pouvoir égal du silence et de la parole. Dans ce cas précis, le silence a pris le pas sur le déni, et une brève déclaration a eu plus d'impact que des arguments juridiques entiers.
Alors que le tribunal se préparait à entendre d'autres témoignages, la monarchie s'est retrouvée coincée entre deux voies, celle de la discrétion qui risquait d'être perçue comme une culpabilité et celle de la transparence qui promettait crédibilité, mais au prix de la révélation de vérités longtemps enfouies. Le monde attendait de voir quelle voie elle prendrait et si l'institution résisterait à la tempête. Les révélations concernant les testaments contestaient les lignes effacées et les litiges de paternité sont rapidement passés du statut de tragédie personnelle à celui de question de poids constitutionnel. Ce qui avait débuté par le témoignage angoissé de Tom Parker Bowles était désormais une affaire d'État car la légitimité des rôles au sein de la monarchie touche directement à la relation entre la couronne et son peuple. Les juristes convoqués devant le tribunal ont souligné que la modification d'un testament royal ne pouvait être qualifiée de querelle de famille. Elle mettait en cause la crédibilité de la monarchie en tant qu'institution soulevant des questions quant à l'échec des mécanismes de surveillance et à la possibilité que des personnes en position de pouvoir exploitent le secret pour se protéger. Des experts en droit constitutionnel ont expliqué que la démocratie britannique repose sur l'équilibre entre autorité symbolique et confiance du public. La couronne ne peut légiférer, mais elle représente la continuité et la stabilité. Si ce symbole est érodé par des accusations de tromperie, la légitimité de l'institution tout entière est compromise. Cette controverse a rappelé à de nombreux observateurs la crise d'abdication du XXe siècle lorsque les choix personnels d'un monarque ont provoqué des bouleversements constitutionnels. Le drame judiciaire actuel semble faire écho à cette crise, même si le champ de bataille est désormais la transparence et la responsabilité plutôt que le scandale amoureux. Des réactions parlementaires ont commencé à se faire jour. Un député travailliste a exigé la création d'une commission sur la transparence royale, arguant que les institutions financées, en partie par les fonds publics, devraient être tenues de respecter des normes de transparence. Des articles de Reuters ont décrit comment même les membres du Parti conservateur, traditionnellement défenseurs de la monarchie, s'inquiétaient de l'atteinte à la réputation nationale. À Westminster, des notes de service fuitées ont révélé des inquiétudes quant au silence persistant des membres de la famille royale qui pourrait affaiblir le rôle de l'institution au sein du Commonwealth. Ces discussions ont alimenté le sentiment croissant que la monarchie, longtemps protégée par la tradition, était de plus en plus vulnérable au contrôle démocratique. La dimension internationale a ajouté à la complexité. En Australie et au Canada, les débats sur le républicanisme ont repris de plus belle, les responsables citant le scandale comme la preuve que les liens avec la couronne ne servaient plus la gouvernance moderne. Deutsche Welle a noté que dans les Caraïbes, les discussions sur la souveraineté ont également été relancées, les appels à une réforme constitutionnelle se faisant de plus en plus pressants. La monarchie, autrefois considérée comme une force unificatrice entre diverses nations, apparaissait désormais à beaucoup comme une institution déstabilisée par le secret et le scandale. Au tribunal, le juge a reconnu la gravité de ces enjeux. Il a averti les deux parties que le procès avait dépassé le stade de l'héritage privé et abordait désormais des questions de gouvernance et de confiance publique. Des requêtes ont été déposés pour déterminer si les documents devaient rester scellés pendant des décennies ou être divulgués dans un souci de transparence. L'équipe de Camilla a plaidé pour le maintien du secret, invoquant la confidentialité et la stabilité, tandis que les représentants de Tom et William ont insisté sur le fait que la vérité était la seule garantie de l'héritage. Ce conflit d'arguments reflétait des débats sociétaux plus vastes. Les institutions sont-elles renforcées par la discrétion ou affaiblies par la dissimulation ? L'opinion publique semblait clairement exprimer sa préférence. Les données d'un sondage partagé par la BBC ont montré que plus de la moitié des personnes interrogées étaient favorables à la divulgation complète du testament et des écrits de Diana tels qu'ils n'ont pas été modifiés. Les jeunes générations se sont particulièrement exprimées, inscrivant cette question dans une lutte plus large contre l'opacité institutionnelle. Des campagnes sur les réseaux sociaux ont mobilisé des soutiens sur tous les continents, présentant Diana comme un symbole d'honnêteté trahi par ceux qui craignaient sa voix. Dans ce contexte même, un silence neutre n'était plus possible. Chaque geste ou son absence était interprété comme un acte politique. Les commentateurs d'Al Jazeera ont souligné que la crise de la monarchie n'était pas seulement une question de réputation, mais aussi de survie dans un monde exigeant des comptes à rendre. Ils ont souligné que lorsque les institutions ne s'adaptent pas aux attentes modernes, elles risquent de devenir des reliques plutôt que des symboles vivants. Leur alliance fragile mais puissante témoignait que malgré les divisions passées, la vérité pouvait servir de cause commune. Les observateurs voyaient dans cette unité une voie potentielle pour la jeune génération de la monarchie afin de remodeler son rôle. Parallèlement, le contraste avec le silence de Camilla s'accentuait, accentuant le sentiment d'une collision entre les visions anciennes et nouvelles de la royauté. De ces enjeux constitutionnels se dégage le portrait d'une monarchie à la croisée des chemins. D'un côté, le secret, la tradition et l'espoir que le silence puisse préserver la dignité. De l'autre, la transparence, la réforme et le risque de révéler des vérités douloureuses.
Le tribunal est devenu l'arène où ces forces s'affrontent, mais les conséquences dépassent largement ces murs. La question à laquelle sont confrontés la Grande-Bretagne et le Commonwealth ne se limite plus à la volonté de Diana. Il s'agit de savoir si la monarchie peut survivre à une époque où le silence n'est plus synonyme de protection, mais de responsabilité. L'annonce du prononcé d'une décision préliminaire la semaine suivante transforma la salle d'audience en une scène de suspense où tous les regards étaient rivés sur le juge et où chaque souffle portait le poids de générations. Le silence qui suivit ne traduisait pas un soulagement mais une anticipation, car les enjeux avaient largement dépassé une simple dispute d'héritage. D'un côté, Tom Parker Bowles, William et Harry réclamaient transparence et révélation des véritables paroles de Diana. De l'autre, Camilla et son équipe juridique refusaient toute divulgation et insistaient sur le fait que la vie privée et la stabilité l'emportaient sur la curiosité du public. Entre eux se dressait le roi Charles de plus en plus fragile et renfermait son silence, perçu par beaucoup comme une abdication de son leadership moral. L'image de Charles entrant en retard au tribunal, le visage marqué par l'épuisement, renforçait l'impression d'un monarque assiégé. Sa perte de poids, ses insomnies et l'annulation de ses fonctions publiques suggéraient que le poids du scandale avait des conséquences physiques. Les observateurs le décrivaient comme un personnage tiraillé entre loyauté envers son épouse et devoir envers l'institution. En refusant de défendre Camilla ou de dénoncer les accusations, il semblait incarner la paralysie. Les analystes de la BBC ont noté que diriger en temps de crise exigeait de la clarté, mais Charles ne projetait que de l'incertitude. Son silence risquait de laisser la monarchie sans direction au moment même où elle avait besoin d'une main ferme. À l'opposé, Catherine s'est manifestée avec une détermination tranquille. Sa lettre à la cour soulignant le respect de l'héritage de Diana et l'exigence de transparence est devenue un ancrage moral. Les photos d'elle réconfortant les survivants du cancer, marchant aux côtés d'anciens combattants et parlant publiquement d'honnêteté ont eu un large écho. Elle était perçue non pas comme défendant le passé de la monarchie, mais comme offrant une vision de son avenir possible. De Reuters à Deutsche Welle, des médias ont rapporté que la popularité de Catherine avait bondi, les sondages la désignant comme le membre le plus digne de confiance de la famille royale. Son leadership discret a servi de contrepoids au silence de Camilla, traçant une distinction nette entre deux modèles de responsabilité royale. La bataille juridique s'intensifia. Les avocats de Camilla déposèrent des requêtes pour que le testament soit scellé pour un quart de siècle supplémentaire, arguant qu'une divulgation supplémentaire porterait atteinte non seulement à la monarchie, mais aussi à la stabilité nationale. L'avocat adverse s'opposa farouchement à la divulgation, avertissant que dissimuler la vérité renforcerait la méfiance du public. Le juge reconnut qu'il ne s'agissait plus simplement d'une question de droit successoral familial. Il présenta la situation comme un débat sur l'histoire, la gouvernance et la confiance du public. Des experts judiciaires, des archivistes et des constitutionnalistes furent cités comme futurs témoins, laissant entendre que l'affaire pourrait s'éterniser pendant des mois. L'incertitude elle-même devint déstabilisante, les médias internationaux spéculant quotidiennement sur les issues possibles. Au-delà de la Grande-Bretagne, le scandale a eu des répercussions dans tout le Commonwealth. Au Canada, les débats sur la réforme constitutionnelle ont pris de l'ampleur, les législateurs remettant ouvertement en question le rôle de la monarchie dans une démocratie moderne. En Australie, des groupes républicains ont organisé des rassemblements invoquant le nom de Diana comme symbole de la vérité trahie. Al Jazeera a mis en lumière des remous similaires dans les Caraïbes où les appels à la souveraineté se sont intensifiés. La monarchie, autrefois défendue comme un symbole d'unité entre les continents, semblait désormais fracturée par le secret et affaiblie par la désillusion publique. En Grande-Bretagne, la réaction du public fut tout aussi frappante. Des sondages cités par la BBC montraient que plus de la moitié des citoyens exigeaient la divulgation du testament et du journal de Diana tel quel. Les jeunes générations ont présenté la question comme une question de justice, alignant le combat de Diana sur leur scepticisme général envers les institutions privilégiées. Des hashtags comme « Justice pour Diana » et « La vérité avant la tradition » ont fait le buzz sur toutes les plateformes, amplifiant la pression sur la cour et le palais. Les analystes ont observé que la monarchie ne se contentait plus de gérer un scandale interne, mais faisait face à un mouvement populaire qui remettait en question sa pertinence. À l'approche de la semaine du jugement, les médias se préparaient à une couverture médiatique saturée. Les plateformes de streaming programmaient des documentaires, les éditeurs concluaient des contrats d'édition et les talk-shows remplissaient leurs grilles d'experts juridiques et d'historiens. La marchandisation de l'héritage de Diana menaçait d'éclipser la quête de justice, mais elle démontrait aussi combien son histoire résonnait encore profondément près de 3 décennies après sa mort. La crise de la monarchie était devenue non seulement politique mais aussi culturelle, ancrée dans le tissu médiatique mondial. Au cœur de tout cela se trouvait Tom Parker Bowles, le fils, qui avait entamé l'affaire dans l'angoisse et qui symbolisait désormais une prise de conscience plus large. Son affirmation selon laquelle la voix de Diana avait été délibérément effacée a porté atteinte à la confiance du public.
Ses doutes sur sa propre identité ont soulevé des enjeux qui allaient au-delà des documents juridiques pour évoquer des questions de vérité et d'appartenance. Pour lui, le procès était une confrontation avec la trahison. Pour la Grande-Bretagne, c'était une confrontation avec le prix du secret. La monarchie se trouvait alors à la croisée des chemins. Soit elle révélerait la vérité risquant le scandale mais restaurant sa crédibilité, soit elle s'accrocherait au silence et au secret, préservant les apparences au détriment de son autorité morale. La décision, quel qu'en soit le contenu, promettait de retentir pendant des générations. Les paroles de Diana autrefois, tues de son vivant, étaient revenues défier l'institution dans sa mort. La question était désormais de savoir si elle serait entendue ou étouffée une fois de plus. Le silence s'installa dans la salle d'audience tandis que le juge s'apprêtait à parler. Le poids de l'attente pesait lourd et partout dans le monde les spectateurs retenèrent leur souffle. Quelle que soit la décision qui allait suivre, elle définirait non seulement l'héritage de Diana mais aussi l'avenir de la monarchie elle-même. Les Windsor ne se battaient plus pour des titres ou des couronnes. Ils se battaient pour la vérité sous les yeux du